bien, on va débuter la séance ordinaire du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 11 juillet 2022. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En point 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal. On en a 2. Celui de la séance régulière du 13 juin 2022 et de la séance extraordinaire du 16 juin 2022. En 4, les dossiers de la mairie, on a des correspondances en 4.1. Dans les dossiers de la direction générale et de la greffe, il n'y en avait pas pour ce soir. Dossier de la trésorerie, on a en 6.1 les comptes à payer au 30 juin 2022. Dans les dossiers de l'urbanisme, on en a plusieurs ce soir. 7.1, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 6 juin 2022. 7.2, vente de terrain, quartier espace nature pour la rue Comeau, conditions particulières. 7.3, nomination des inspecteurs municipaux et fonctionnaires désignés. 7.4, demande de dérogation mineure au 168 boulevard Perron. 7.5, demande de dérogation mineure au 548 boulevard Perron. 7.6, dérogation mineure au 776 boulevard Perron. 7.7, demande de PIA au 200 rue du Quai. 7.8, demande de PIA au 837 rue de la Montagne. 7.9, adoption du deuxième projet de règlement 2022-466 modifiant le règlement de zonage 2009-155. En 8, dans les dossiers développement économique et tourisme, on a une contribution au Centre régional de congrès de la Gaspésie en 8.1. 8.2, programme faire volet 4, dépôt de la demande. 9, dans les loisirs, culture et vie communautaire, en 9.1, on a un paiement d'honoraires professionnels pour le projet de réfection de l'aréna Léopold Leclerc. 10, dossier des travaux publics. 10.1, octroi de contrat pour des travaux de pavage de diverses rues municipales. 10.2, une demande d'aide financière auprès de Recycle Québec dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire. Octroi de contrat à 10.3 pour l'aménagement du mini-golf. 10.4, octroi de contrat pour le pavage d'une partie de la piste cyclable sur l'avenue du Fort. Dans les dossiers de la sécurité publique, rapport trimestriel en 11.1 des interventions de janvier à juin 2022. 11.2, protocole d'intervention de nautique sur le territoire de Carleton-sur-Mer. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. Et 15, période de commentaires et de questions. On va membre du conseil. Oui, je vais juste retirer le long. À 10.5, il apparaît effectivement dans nos documents, on a le 10.5 qui revient, c'est le même point qui revient à 2 reprises dans l'ordre du jour. C'est le point sur l'octroi de contrat pour le pavage d'une partie de la piste cyclable sur l'avenue du Fort. Est-ce que j'ai un conseiller conseillère qui propose l'adoption de l'ordre du jour, proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. On amène au point 2, période de commentaires et de questions sur les questions et de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. Sinon, il y aura la période de questions. Pour un petit peu plus de monde. Procès-verbaux en 3. On a 2 procès-verbaux adoptés. Le premier, c'est la séance régulière du 13 juin 2022. On a constaté qu'il y avait peut-être juste dans le projet qui a été déposé au conseil une petite coquille où il était indiqué que Denise Leblanc se retirait de la prise de décision pour le point sur les comptes à payer, mais elle n'avait pas à se retirer. C'est une petite erreur qui s'est glissée dans le. Donc, Mme Leblanc participait bien à la prise de décision pour les comptes à payer le 13 juin dernier. Avec ces recommandations-là, vous seriez prêt à proposer l'adoption du procès-verbal. Proposé par Régis Leblanc. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2022. Si c'est conforme à nos décisions, on va donner une proposition pour l'adopter. Denise Leblanc. Merci. 4, dans les dossiers de la mairie. 4.1, on a des correspondances. On a reçu quelques correspondances adressées au conseil qui sont colligées. Des lettres de confirmation. On a une lettre du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud qui avait fait une enquête sur les rejets des systèmes d'égout des différentes municipalités du territoire. Un jugement de la Commission municipale du Québec qui confirmait la reconnaissance d'exemption de taxes foncières pour diffusion communautaire et des chaleurs. C'est SUFM, notre radio. Les radios communautaires ont le droit de faire des demandes d'exemption de taxes. C'est ce que SUFM avait fait. Auprès de la Commission municipale, ça a été accepté.
On a eu la confirmation d'une aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers, c'est un montant de 4 637, et 3 125 dans un autre volet pour des formations spéciales. Une lettre du ministère des Transports pour confirmer une aide financière de 42 053 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. C'est un financement qu'on reçoit chaque année. On a aussi eu un premier versement du programme FAIR 2022 pour 15 000 et aussi le versement des compensations des tenants lieu de taxes. C'est le gouvernement du Québec qui verse un montant pour compenser les taxes municipales. Ils ne payent pas les taxes municipales, mais ils payent une partie, ce qu'ils appellent les tenants lieu de taxes. On a reçu un montant de 333 688. Il est à noter aussi les immeubles de la santé qui sont compensés à 100% maintenant. Avant ça, c'était 84,5%. Les immeubles de la santé payent 100% des tenants lieu de taxes. Sur l'éducation, 82%. Dans notre cas, on n'a pas d'immeuble de la santé, à ma connaissance. On a des bâtiments de commission scolaire, etc. Mais le CLSC étant un bâtiment privé. Oui. Alors, voilà pour ce point-là. Si on poursuit maintenant dans les dossiers de la Direction générale et de la greffe, il n'y en avait pas ce soir. Dossier de la trésorerie, on a en point 6. Le premier, c'est des comptes à payer au 30 juin 2022. Pour ce soir, Mme Leblanc va devoir se retirer de la prise de décision. Il y a aussi, il y avait une facture à payer de Mme France Caillouette, qui est la conjointe de M. Régis Leblanc. Puis puisque ce soir, il nous manque 2 points de conseil, ce qu'on propose de faire, c'est de retirer la facture des comptes à payer, parce que M. Leblanc ne peut pas participer à la prise de décision pour éviter cette apparence de conflit d'intérêt, puisque en ne participant pas à la prise de décision, on n'aurait plus quorum, mais on préférait, puisque Mme Leblanc aussi doit se retirer. Donc, on va retirer de la liste des comptes à payer la facture de compte à payer de Mme France Caillouette. On s'en excusera, mais on l'ajoutera le prochain mois dans la liste des comptes à payer. Il y en avait pour un total de 693 827. Dans les projets qui retiennent l'attention, d'ailleurs des factures régulières, là, je note entre autres Cascabella Design Paysager, 46 644. On a un contrat d'entretien et d'arrosage de nos aménagements paysagers avec Cascabella. On a ajouté, si vous avez remarqué, entre autres devant l'hôtel de ville, on a fermé une partie du chemin là, qui faisait le tour de l'hôtel de ville. Ce n'est pas nécessaire. On l'a rendu piéton seulement. On a fait des petits aménagements là. Place du Vieux-Quai aussi, les aménagements qui ont été faits. Ça rajoute à peu près une quinzaine de mille au contrat régulier de Cascabella. Donc voilà cette facture-là. Communication Médialogue pour faire des cartes touristiques, des affiches, là, il y en avait pour 9 199. On a reçu aussi des factures d'excavation et services techniques LM pour 8 995 pour des aménagements qui ont été faits à la place du Vieux-Quai et aussi stationnement de l'hôtel de ville, la partie plus machinerie, puis ensuite Cascabella a fait l'implantation des fleurs, des ornements. Gare de vélo, c'est-à-dire l'entreprise Gare Vélo, 4 782. On a fait l'achat de 6 supports à vélo de 6 places. C'est un beau problème, mais c'est une bonne nouvelle. On constate qu'il y a de plus en plus de vélos, puis on manque de supports un peu partout parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du vélo. Donc, on en a acheté 6 de 6 places, puis on va continuer. Vélo Québec nous a fait des recommandations sur le type de support aussi. On s'est rendu compte que les supports qu'on avait n'étaient pas les mieux adaptés. Donc, on renouvelle. Et il y a aussi une facture des aménagements à la montagne, 24 772. C'est l'abat-poussière qui est mis dans plusieurs routes de gravier pour éviter la poussière. Voilà pour la liste des comptes à payer. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition proposée par M. Turcotte. Merci. Dans les dossiers de l'urbanisme, maintenant, en 7.1, procès verbal de réunion du comité consultatif d'urbanisme du 6 juin. C'est un dépôt seulement, les membres du conseil l'ont reçu. Le procès verbal devient public maintenant. En 7.2, le premier projet de résolution pour la vente de terrain quartier espace nature sur la rue Comeau, conditions particulières. Dans le projet espace nature, l'entente qu'on a eue, le promoteur Gespro BDC a développé, puis ensuite la contrepartie il y a une participation financière qui était demandée au promoteur. La participation dans ce terrain-là, c'était de nous. La participation financière, en fait, ils nous l'ont fait en nous cédant tous les terrains sur la rue Comeau. C'est des terrains que la ville vend pour développer des jumelés. Et là, on est en pourparlers avec un entrepreneur qui veut construire 10 jumelés, donc 20 portes, sur la rue Comeau.
vous le savez, là, on est en démarche depuis cet hiver pour mettre en place un programme d'incitatif financier pour la construction de logements. On veut donner 15 000 par pas. Le régional donne 10 000 pour un total de 25 000. Et là, ce que notre promoteur veut faire, veut réserver les terrains pour construire, pour débuter la construction prochainement. Mais il voulait s'assurer que, parce qu'on est toujours en attente d'avoir la confirmation, le OK du ministère des Affaires municipales pour pouvoir offrir notre subvention. Le projet est en analyse et puis là, on a appris que ça risque d'être plus long que ce qu'on prévoyait. Donc, cette résolution-là, en fait, tout ça pour dire, si je résume, le promoteur va acheter des terrains. On a une politique qui est très claire sur le coût du terrain, comment ça fonctionne pour réserver. Il veut respecter ces éléments-là. La seule chose, c'est ce qu'il demande, c'est d'avoir que son achat soit conditionnel à ce qu'on ait les programmes d'aide financière. Simplement que si les programmes ne viennent pas, voient pas le jour à la ville, ben lui, il voulait simplement pouvoir s'assurer de revoir son argent, tout simplement. Puis on n'avait pas prévu ça. Lorsqu'on a fait ce règlement-là avec le coût des terrains, tout ça, on n'avait pas prévu l'éventualité du programme. C'est ce genre de situation-là. Donc, si le conseil est d'accord, c'est simplement, avec cette résolution-là, on va faire un petit changement à nos conditions de base, juste pour venir dire que c'est conditionnel à ce qu'il y ait le financement, que la Ville octroie les programmes d'aide financière. Je propose, Mme Leblanc en fait la proposition. Merci. 7.3 maintenant, nomination inspecteurs municipaux et fonctionnaires désignés. Depuis janvier, l'ensemble ou la quasi-totalité des municipalités du territoire travaillent avec la MRC pour l'inspection municipale. On a maintenant Étienne Berthelot, qui est attitré, qui est un employé de la MRC, mais qui travaille sur le territoire de la ville, faire l'inspection et donne les permis de construction. Et il y a Lydie Amaud aussi. Bref, à la MRC, il y était 2, maintenant ils sont 3 personnes qui sont désignées comme inspecteurs municipaux pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Et on se doit de faire par résolution, nous, on se doit d'autoriser les personnes qui sont responsables pour ce qu'on appelle les fonctionnaires désignés pour pouvoir émettre des constats d'infraction ou donner un permis de construction. Il faut être fonctionnaire désigné. Étienne Berthelot l'est, Lydie Amaud de Paris l'est aussi, les 2 inspecteurs de la MRC. Mais là, on a une nouvelle ressource qui arrive en poste, Mme Gisca Tremblay. Et là, ce qu'on vient faire ce soir, c'est de l'autoriser, la désigner comme fonctionnaire désigné par voie de résolution. On va pouvoir. C'est vraiment Étienne Berthelot qui est l'employé principal qui travaille sur le territoire de la ville, mais la force de cette équipe-là, c'est qu'ils peuvent se remplacer, entre autres, pendant une période de vacances. Mme Tremblay pourrait être appelée à travailler pour le territoire, pour notre municipalité. Alors voilà, quelqu'un prend la proposition posée par M. Régis Leblanc. Merci. 7.4, demande de dérogation mineure au 168 boulevard Perron. C'est le lot 3 548 375. C'est une demande qui a été faite, ça pour vous situer, là, on va pouvoir vous le montrer à l'écran. C'est l'ancien bâtiment de la Fégantée, qui avait un bâtiment d'accueil. Il était vendu, puis la propriétaire, en fait, la propriétaire a gardé le terrain avec le bâtiment. Et ce qu'elle souhaite faire, c'est avoir l'autorisation de la ville pour le transformer, faire un usage résidentiel. C'est un bâtiment qui a une superficie de 26,95 mètres carrés. C'est l'équivalent en pieds de 12 pieds par 24 pieds. Et la réglementation municipale demande une superficie minimale de 67 mètres carrés. Le bâtiment a 26,95, 27 si j'arrondis, sur la réglementation municipale demande 67. Il y a une demande qui a été déposée, vous voyez le bâtiment, mais on n'a pas le plan. Une demande qui avait été déposée au comité consultatif d'urbanisme pour accepter une superficie plus petite que le minimum prescrit. Et ça avait été refusé par le CCU. Et là, la propriétaire a travaillé et est arrivée avec une nouvelle proposition qui a été soumise au CCU. Ce qu'elle souhaitait faire, c'est de couvrir la véranda, une véranda à l'extérieur, simplement de la fermer avec moustiquaire pour agrandir un petit peu, pour considérer la superficie de la véranda dans la superficie de la maison. C'est ce que vous voyez à l'écran, la partie du haut du dessin, c'est la partie véranda. Et on passerait de 26,95 mètres carrés à 49 mètres carrés. Toujours, la réglementation demande 67 minimum. Ça a été soumis au comité consultatif d'urbanisme. La propriétaire a aussi rencontré le CCU, l'ensemble des membres du CCU pour
leur présenter le projet. Suite à analyse, le CCU recommande de refuser la demande modifiée qui consistait à la transformation d'un bâtiment commercial en un bâtiment en une résidence unifamiliale dont la superficie serait de 49 mètres carrés. Alors voilà, membre du conseil, est-ce qu'il y avait une consultation sur ce point-là? Elle a été faite. Elle a été faite, ok. On a ensemble des points. Ah oui. Ça a été fait jeudi. Parfait. Ça va, membre du conseil, vous êtes toujours à l'aise à respecter la recommandation du CCU, c'est-à-dire de refuser la demande sur la proposition. Proposée par Denise Leblanc. Merci. 7.5. Demande de dérogation mineure au 548 boulevard Perron, lot 4 186 277. Ça, c'est le bâtiment rouge entre le coin du Travailleur et l'espace, le vieux théâtre où est le gym. C'est une maison qui est en voie d'être vendue et qui se retrouve un peu enclavée avec un terrain qui est plus étroit que la largeur minimale prévue. Le terrain a une largeur de 9,84 mètres. La réglementation municipale demande 15 mètres minimum. C'est ce que vous voyez au centre de la carte. Et si vous connaissez un peu le secteur, dans le fond, si on veut respecter la réglementation municipale, les marges de chaque côté, bon, on se trouverait à amener les bâtiments de chaque bord dérogatoire. On ne peut pas, les trois bâtiments qui sont dans le même secteur ne peuvent pas être les trois respecter la réglementation. Ils sont trop collés, c'est de même depuis nombre d'années. Donc, pour rendre ce bâtiment-là conforme, il aurait fallu automatiquement avoir un impact par l'effet inverse sur les autres bâtiments. Pour ces raisons-là, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la dérogation mineure pour une largeur de 9,84 mètres de terrain. Ça, c'est la partie que vous voyez, là, c'est la partie la plus large, là, qui a 25,31 mètres, mais la partie plus étroite, c'est vraiment là, plus près de, c'est l'accès à la 132, un petit peu plus bas, vous voyez le terrain rétréci. C'est le grand stationnement. Exact, il y a plusieurs appartements dans cette maison-là. En fait. Est-ce que ça va, membre du conseil? Oui, je me retire de ce point-là. OK. OK, vous êtes oui, c'est bon. M. Turcotte va se retirer de la prise de décision pour ce point-là. On l'a indiqué au procès verbal. Est-ce que j'ai un membre du conseil qui propose l'adoption? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 7.6, une autre dérogation mineure, cette fois au 776 boulevard Perron, lot 4 919 981. C'est le cégep, le campus du cégep de Gaspésie-des-Îles. En fait, le centre sportif veut implanter un conteneur à l'extérieur parce qu'ils ont fait l'acquisition de vélos à pneus surdimensionnés, des fat bikes et d'autres équipements de sport. Ils veulent les ranger à l'extérieur. Maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois, on permet l'implantation de conteneurs sur le territoire, mais selon des dispositions bien particulières. Ils respectent les normes, c'est-à-dire que le conteneur doit avoir un revêtement extérieur là, tout autour pour pas qu'on voit l'aspect conteneur dans la demande. Mais dans notre réglementation qu'on vient tout juste d'adopter, ce qu'on demande, on s'est un peu calqué sur les réglementations sur les bâtiments secondaires. On demande que le bâtiment soit à 10 mètres, le conteneur à 10 mètres du bâtiment principal. Vous le voyez, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le gymnase du cégep. Le cégep est à gauche. Le conteneur, c'est la petite partie en bleu qui se trouve être à l'arrière où est l'accès pour le service technique là, au Quai des Arts. Et ce qu'ils nous demandent, en fait, c'est d'implanter le conteneur à 1 mètre plutôt qu'à 10 mètres. Puis on le réalise avec cette demande-là. C'est la première fois qu'on a une demande avec cette nouvelle, la réglementation modifiée qui permet les conteneurs selon certaines spécificités. On constate que c'est plus pertinent, effectivement, de l'avoir à 1 mètre du bâtiment. C'est plus harmonieux que de le reculer à 10 mètres, ce qui les aurait amenés à l'éloigner beaucoup puis à le mettre dans un coin du terrain. Ça aurait été... Donc, le CCU recommande que le bâtiment soit à une distance d'1 mètre plutôt que 10 mètres prescrit par la réglementation. Ça vous va? On a besoin d'une proposition proposée par M. Turcotte. Merci. 7.7, demande de PIA, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 200 rue du Quai, le lot 3 547 365. C'est une demande de la brûlerie du Quai, puisque c'est dans un secteur avec un PIA, on doit s'assurer de respecter certains critères au niveau esthétique. Aussi, entre autres, d'avoir une uniformité avec les autres bâtiments autour. En fait, la brûlerie souhaite ajouter un nouvel agrandissement à l'est du bâtiment, du
nouveau bâtiment pour faire la partie d'atelier de chocolat, de fabrication de chocolat. La première portion de la brûlerie avait déjà été acceptée d'une demande de PIA. Le nouveau bâtiment qui avait été ajouté par la torréfaction aussi, puis l'aéronnière qui a été implantée a suivi un peu le même concept, c'est pour s'harmoniser. Puis, évidemment, la rallonge, le nouveau bâtiment qui est prévu, d'où la demande de ce soir, s'harmonise avec tous ces bâtiments-là. Donc, pour ces raisons-là, le CCU était en accord d'accepter la demande de PIA pour pouvoir implanter la brûlerie du Québec. Ça va être une proposition proposée par M. Régis Leblanc. Merci. 7.8, demande de PIA au 837 rue de la Montagne, le lot 4 542 801. C'est au sommet du Mont-Saint-Joseph, c'est la corporation, c'est le parc du Mont-Saint-Joseph qui a fait l'acquisition d'un chalet, là, anciennement Urba Habitation, et ils veulent implanter aussi 3 prêts à camper là, sur le sommet de la montagne. Et il a déposé les plans du chalet au comité consultatif d'urbanisme. Le CCU avait refusé la demande de PIA parce qu'ils ont demandé de revoir la couleur des matériaux extérieurs. Et il y avait un plan de reboisement qui a été fourni, mais il manquait de détails. Et il n'avait pas prévu reconstituer le couvert végétal dans la partie-là. Et le CCU a demandé au parc de revoir. Ils sont venus avec un plan de reboisement signé par un ingénieur, puis avec des changements dans les couleurs des revêtements du bâtiment pour mieux s'harmoniser. Puis l'objectif, c'est qu'ils ne soient pas visibles dans la boucle, tout simplement. Donc, avec ces modifications-là, le CCU était à l'aise, recommande l'autorisation, la demande de PIA de la Corporation de Mont-Saint-Joseph. Ça vous convient? J'aurais besoin d'une proposition pour proposer par M. Turcot. Merci. 7.9. Maintenant, adoption du deuxième projet de règlement 2022-466 modifiant le règlement de zonage 2009-155. C'est une demande de la ferme Taguine qui veut implanter dans une partie de zone agricole, zone agro-forestière. On va peut-être vous le montrer à l'écran. Là, on est à la dernière étape du processus. En fait, ils souhaitent faire une demande à la Commission de protection du territoire agricole pour implanter un camping rustique. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'implantation physique, d'impact physique sur le terrain. C'est simplement pour des tentes ou encore des motorisés légers sans service. Outre un petit bâtiment sanitaire mais qui n'est pas relié qui n'est pas connecté, là, ça serait des toilettes au compost. Donc, ça n'a pas d'impact. Puisque ça n'a pas d'impact là, à long terme sur le terrain, le conseil était favorable pour accepter ou recommander la demande qui, ultimement, c'est la Commission de protection du territoire agricole qui va falloir réglementer. Mais vous le voyez, c'est la zone en rouge. C'est vraiment une zone. Pourquoi cette zone-là a été permise spécifiquement? C'est derrière un vallon, ce qui fait qu'on ne la voit pas de la 132 ni de la voie ferrée. C'est vraiment un petit secteur qui est isolé, où il n'y a pas d'agriculture. Il n'y en a jamais eu, puis il n'y en a pas en ce moment. Puis, avec le camping rustique, s'il y a un changement, bien, ça n'a pas d'impact sur le potentiel agricole du territoire. Donc, c'est vraiment un petit secteur qui est enclavé, qui est isolé et qui n'est pas visible. C'était notre préoccupation au conseil pour autoriser. Alors, si vous êtes d'accord, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on appuie cette demande d'usage autre que l'agriculture qui va être déposée à la CPDAQ. Nous, la Ville, on peut appuyer ce soir. Je me propose, proposé par Mme Denise Leblanc. Voilà pour l'urbanisme. Dans les dossiers de développement économique et du tourisme, en 8, maintenant, on a une contribution au Centre régional des congrès de la Gaspésie. Les municipalités, les centres de congrès, de façon générale au Québec, sauf quelques exceptions, sont déficitaires et il y a des dispositions légales qui permettent aux municipalités de soutenir les centres de congrès. C'est ce qu'on fait bon an, mal an depuis l'implantation du centre de congrès ici. Et ce soir, on viendrait confirmer la participation de la Ville pour un montant de 46 608 $ à la Corporation du Centre des congrès régional de la Gaspésie pour l'année financière 2022. Ça me convient. Quelqu'un fait la proposition? Ben, Mme Tremblay, excusez-moi, il faut que je vois la main. Mme Sylvie Tremblay, merci. 8.2, programme FAIR volet 4, dépôt de la demande. Chaque année aussi, c'est une demande d'aide financière. C'est de l'aide financière qu'on a le droit dans les municipalités qui permet de payer le temps et les matériaux, les ressources nécessaires pour faire des aménagements plus à saveur écolo-touristique. C'est avec ce financement-là, c'est 35 000 par année qu'on reçoit.
35, ouais. Avec ça qu'on a fait les trottoirs de bois. Chaque année, on fait des petites améliorations. Cette année, ce qu'on propose de faire, c'est il y a une section de la haie au camping qui est en mauvais état. Le feuillage est plus beau. Puis on a fait des vérifications, puis on s'est rendu compte que essentiellement, c'est simplement que la haie a été implantée dans les années 70, elle a un peu plus de 50 ans. Puis ça a une durée de vie. Le Caragana a une durée de vie. À un moment donné, bon, on arrive à la fin de vie du Caragana. Et là, ce qu'on regarde, c'est pour refaire cette section-là avec des aménagements. On s'est fait un concept par Cascabella. Il y aurait des rosiers sauvages qui sont plus qui s'harmonisent dans le secteur. Ils sont un peu plus difficiles à traverser aussi pour les gens qui sont à pied des fois. On vient de refaire, c'est la section que vous voyez là. C'est à l'est du pavillon d'accueil. Puis on le voit un peu sur la photo, mais les Caraganas sont en mauvais état. Mais si vous passez, vous allez le constater rapidement. Ce qu'on vient de refaire, c'est réaménager cette section-là avec quatre types d'interventions différentes. Il y aurait une entrée officielle avec une clôture parce que les gens se stationnent sur l'avenue du Fort et traversent le camping. Là, on ferait une vraie entrée clôturée, là, plus esthétique, plutôt que de faire des brèches dans la haie de Caragana. Puis on viendrait implanter là, des sections de rosiers sauvages, puis il y aurait aussi des sections avec de l'élim des sables, du blé de mer et des roches. Ça, c'est notre équipe à l'interne qui va pouvoir le faire. Puis ça s'harmonise avec la haie actuelle, puis ça permettrait, vous voyez les différents types là. En haut à gauche, c'est vraiment la partie clôturée où il y aura un accès pour que les gens, les piétons ou les cyclistes puissent rentrer sur le camping. Il y aurait des sections de rosiers sauvages qui est en haut à droite. Il y aurait des sections avec des grosses pierres et des limes des sables en bas à gauche. Et en bas à droite, il y aurait aussi des petites sections avec des rondins de bois en vague avec de l'énème des sables aussi à l'avant. Puis ça va nous permettre d'année, on comprend que dans les prochaines années, le Caragana tranquillement va se dégrader. Donc, au fur et à mesure que les sections qui sont en moins bon état, on va les remplacer graduellement par ça. On commencerait cette année avec le financement du FER pour faire cette section-là qui est de 100 mètres. Voilà. Alors, ça me prend une proposition pour l'adopter. Il y a une question, mais on va y aller à la toute fin si vous voulez bien pour les questions. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Turcotte. Merci. 9. Dossier loisirs, culture et vie communautaire. À 9.1, on a le paiement des honoraires professionnels pour le projet de réfection de l'Arena Léopold Leclerc. Vous l'avez probablement vu, ça a été beaucoup médiatisé. Là. Les coûts de l'Arena ont augmenté beaucoup. On est parti de 3 millions à 4,5 à 6,5. À 5, ça dit, puis à 6,5 ensuite. Ce qu'on a demandé à nos professionnels, c'est de revoir le projet pour diminuer les coûts pour arriver à un coût de 5 millions. Ce qui a été fait, ça a entraîné des frais supplémentaires pour revoir les plans. Puis, c'est ce qu'on vient faire ce soir, c'est des honoraires supplémentaires. 13 070 puis 3 820, ça c'est Arpo Groupe Conseil, nos ingénieurs au dossier, la facture supplémentaire. Puis il y avait aussi une facture de Pierre Bourgedage, architecte, au montant de 7 672 $. Pour Arpo Groupe Conseil, on avait quelques petites questions. En fait, l'équipe avait des questions qui vont valider. C'est possible que les montants diminuent un peu. Là, on va voir avec eux. Là. Mais dans l'ensemble, si vous êtes d'accord, on pourrait accepter de payer ces honoraires professionnels-là sous réserve de validation par notre directeur général. Ça vous va? Quelqu'un fait la proposition, proposée par Mme Tremblay. Merci. Dossier des travaux publics, maintenant, octroi de contrat pour des travaux de pavage de diverses rues municipales. À chaque année, on a toujours quelques petits tronçons de rue là, où on refait le pavage selon un plan d'intervention qui a été déterminé. Cette année, il y aurait une intervention à faire sur la rue Penouille entre Cartier-Charard et Alexis-Bernard et à l'entrée de la rue Bélanger pour un montant total de 63 387 avant les taxes applicables. C'est une dépense qui serait financée par un règlement d'emprunt, le règlement 2018-308. En 2018, on a fait un règlement d'emprunt, je n'ai plus le montant exact de 500 000. À chaque année, on utilise environ autour de 100 000 $ qu'on fait là, dans ma de travaux de pavage. Puis on renouvelle le règlement d'emprunt quand il est complet, quand il est utilisé à 100 %. Qui a fait la proposition? Proposée par M. Régis Leblanc, merci. 10.2, demande d'aide financière auprès de Recycle Québec dans le cadre du programme Aide au compostage domestique et communautaire. C'est un programme qu'on a trouvé, que notre directeur des travaux publics. À la ville, on fait l'acquisition de composteurs à domicile, puis on en paye la moitié. On les vend en fait à la moitié du coût de notre prix coûtant aux citoyens pour les encourager à faire du compostage. Et là, on a trouvé un petit programme d'aide financière qui nous permettrait d'aller chercher du financement pour payer une partie des coûts d'achat. Ça nous permettrait de réduire encore un peu plus le prix de vente qu'on fait de ces composteurs. L'idée, c'est d'inciter les gens à composter à domicile. C'est pas de faire d'argent avec ça, bien au contraire. Alors, avec cette aide-là, ça viendrait donner un coup supplémentaire
À nos citoyens, la présente résolution, c'est pour autoriser Vincent Leblanc, notre directeur des travaux publics, à signer et à déposer une demande financière au nom de la Ville auprès de ce programme-là de Recycle Québec. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Turcotte. Merci. 10.3, octroi de contrat pour l'aménagement du mini-golf. C'est le projet retenu dans le cadre du budget participatif, la dernière édition. Et là, on débute les travaux pour l'aménagement du mini-golf, qui en fait qui sont débutés ce matin, même avant que le contrat soit donné officiellement. L'entrepreneur était confiant, il faut croire, mais donc cette résolution-là, ce soir, c'est nous, la Ville, on va fournir une partie des matériaux. Ce qu'on va faire, c'est le terrain de mini-golf va être implanté là où il y a 2 terrains de pétanque à l'heure actuelle qui étaient en très mauvais état. On va enlever les terrains de pétanque, on va implanter le mini-golf là, puis on va réaménager des terrains de pétanque tout près du bâtiment sanitaire. On va refaire des baux adaptés. Et le contrat qui sera donné à Excavation Service Technique LM, c'est un contrat, un forfait à l'heure, parce que c'est un travail qui était plus difficile à évaluer pour cette entreprise-là d'évaluer les coûts de tout ça, mais ils vont se charger de l'ensemble, incluant les plaques de béton, de la totalité du mandat. On donnerait, puis évidemment, il y a un suivi qui va être fait par notre équipe des travaux publics pour s'assurer que les travaux soient bien réalisés. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Prévus, ça va. Merci. 10.4, octroi de contrat pour les pavages d'une partie de la piste cyclable sur l'avenue du Phare. Vous l'avez probablement vu, il y a une partie qui a été abîmée là, sur la rue du Phare. Ce qu'on vient de faire, c'est octroyer un contrat pour refaire le pavage sur cette section-là pour un montant de 18 000 à la firme Asphalt LD Incorporé. Ça fait, nous, depuis 1 an et demi, là, on est en attente. On travaille avec Comité Zip et des Chaleurs. Oui, Comité Zip et des Chaleurs pour faire de la recharge de plage dans ce secteur-là. Il y a déjà une recharge de plage qui avait été faite. Il y avait un enrochement qui avait été fait, puis on est en attente. On savait que déjà, à l'époque, il y a 10-15 ans, ça allait être à refaire. Et là, on est à cette étape-là, mais on attend d'avoir le rapport final pour pouvoir intervenir. Ce qu'on souhaite ultimement, c'est de venir sécuriser ce secteur-là pour avoir moins d'impact négatif sur la piste cyclable. Éventuellement, on pense qu'on devrait être en mesure de faire des travaux l'année prochaine, ce qui devrait sécuriser, en tout cas, du moins, on l'espère, la piste cyclable dans cette section-là. Voilà, quelqu'un fait la proposition. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. En 11, les dossiers de la sécurité publique. 11.1, rapport trimestriel des interventions de janvier à juin 2022. C'est un dépôt. Il n'y a pas de résolution proprement dit sur ce point-là. Simplement un rapport qui nous est remis par notre directeur incendie qui vient nous faire état un peu des interventions qui ont été faites, des sorties par l'équipe des services incendies, l'équipe des pompiers. Voilà pour ça. 11.2 maintenant. Protocole d'intervention nautique sur le territoire de Carleton-sur-Mer. Suite aux événements tragiques à Miguacha, là, où on a malheureusement eu un décès, mais on a eu quand même il y a un bénévole, un citoyen qui a réussi à sauver une vie quand même. On travaille à la ville avec les autres municipalités de la MRC pour se doter d'équipements pour que nos services incendies puissent intervenir. On a reçu du financement du service secours et des chaleurs qui nous a permis d'acheter un bateau et tout l'équipement nécessaire pour se faire une sortie en mer. Nos pompiers ont été formés aussi au cours des dernières semaines. Et nous, ce qu'on vient faire ce soir, c'est adopter un protocole d'intervention qui vient déterminer un peu comment on fonctionne. Si un appel au 911, ben, la COREC, la centrale 911, qui appelle directement notre service incendie, puis à partir de ce moment-là, on peut intervenir. On vient baliser aussi les interventions possibles à Maria et à Nouvelle. Ça veut dire que s'il arrive un incident à Maria ou à Nouvelle, la garde côtière auxiliaire peut appeler les pompiers, notre service incendie, puis on va aller sur place. Avec ce protocole-là, on vient clarifier tout ça. En parallèle, on continue à travailler avec la MRC parce que là, il y a une embarcation ici, mais il va en avoir une à Escuminac, à Pointe-à-la-Croix et à Matapédia aussi, pour couvrir tout le territoire de la MRC d'Avignon, tant les rivières que la mer, tant l'été que l'hiver sur les glaces, entre autres Escuminac, on sait, là, il y a déjà eu des défis avec la pêche à l'éperlan. Donc, il y a un petit peu plus de délai avec l'ensemble de la MRC. L'année prochaine, ce qu'on vise, c'est que toutes les interventions soient regroupées dans un même plan d'ensemble pour l'ensemble du territoire de la MRC. Bien, là, ce qu'on vient adopter ce soir, c'est vraiment Carleton-sur-Mer, Maria Nouvelle, avec nos équipements qu'on a à l'heure actuelle pour être en mesure d'intervenir cet été, dès les prochains jours, si jamais on ne souhaite pas que ça arrive, mais si jamais il y a des interventions à faire. On a l'équipement, nos pompiers sont formés, puis le protocole d'entente est clair, on le transfère aux équipes de la COREC, la centrale 911, entre autres, et la garde côtière auxiliaire. Alors voilà, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter.
proposé par Denise Leblanc. Merci. 12, prochaine séance. La prochaine séance aura lieu ici même le lundi 8 août prochain à 20h. Toujours à 20h. Dans les autres sujets, il n'y avait pas d'autres sujets. Ce qui nous amène à tour de table du conseil. Si vous voulez, Mme Leblanc, vous avez des éléments à nous faire part, c'est le moment. Merci à vous, Monsieur le maire. Bienvenue. Tout simplement faire un petit rappel que samedi, c'est une première à Carleton-sur-Mer. Ils appellent ça la fête des artisans. C'est festivière. Il va y avoir plusieurs kiosques de différents endroits, dont entre autres notre microbrasserie, le Naufrageur. Je crois qu'il y a encore des billets en vente. En tout cas, si vous avez l'occasion, je vous invite à y aller. Ça va être le fun de les encourager et surtout, c'est un lien direct avec justement notre belle héronière qui vient d'être plantée à cet endroit-là. Et que je crois que c'est pour un petit peu les aider à ramasser de l'argent et tout. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une belle initiative et je peux même la nommer. Je crois que c'est Mme Nicole Boudreau avec Mme Lynn Wallon qui ont été vraiment les personnes qui ont initié ce beau projet-là. Fait que je tiens personnellement à souligner les efforts qu'ils ont mis là-dedans parce qu'ils ont travaillé très, très fort. Puis on va souhaiter, oui, beaucoup, hein? Puis on va souhaiter vraiment qu'il puisse faire beau, mais que les gens se présentent à cet endroit-là parce qu'on va espérer que ce ne sera pas un seul festivière, qu'il puisse en avoir d'autres. Merci à vous. Merci. Effectivement, l'ensemble des profits vont être mis à la C'est au complet, ce petit bout. C'est ça que je voulais vérifier tantôt quand mon système. 100% des profits. OK, c'est 100%. Des commandites et de l'aide financière. Même avant de débuter l'événement, tous les frais sont payés par des commandites et des soutiens qu'ils ont reçus. Fait que 100% des ventes de billets, tout l'argent va retomber. Va retourner. Mais c'est encore plus beau. OK. C'était l'objectif initial d'aller chercher du financement vers Ben, bravo. Ouais. Madame Tremblay. Oui, donc il y a eu une présentation publique fin juin pour la forêt nourricière, une présentation auquel j'ai assisté. Puis ce projet-là se met en branle, la forêt nourricière qui est entre l'école secondaire et l'aréna. Et juste pour vous dire qu'on va avoir besoin de citoyens qui vont s'impliquer dans ce projet-là. Qui sont déjà les gens contactés? Samuel Landry. Si vous voulez là, justement vous joindre au groupe, là, déjà il y a quelques personnes qui ont levé la main. Puis des réunions vont commencer incessamment pendant l'été pour terminer la planification de cette forêt-là. Puis la majeure partie des plantations vont se faire au cours de l'automne prochain. Merci. Monsieur Turcotte. Rien de spécial pour moi. Je vous souhaite un bon été. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Je profiterai de l'occasion pour féliciter l'équipe qui nous a donné un magnifique festival à la fin juin, donc le festival Bleu, qui a lancé un peu la saison touristique à Carleton-sur-Mer. La programmation était pour pas mal tout le monde. Il y avait des différents lieux de spectacle aussi qui nous ont permis de vivre des moments assez exceptionnels, de vivre une belle musique au coucher de soleil à la cabane à œufs d'or. C'est pas partout qu'on peut vivre ça. Mais je voudrais aussi rendre hommage aux centaines de bénévoles, hein, parce que le festival est éclaté un peu partout sur notre territoire. Et là, ce n'est pas comme de gérer un chapiteau, c'était de gérer des lieux partout jusqu'à 2-3 heures du matin. Alors, félicitations à notre communauté pour ce beau festival. Je voudrais vous informer aussi que la ville de Carleton-sur-Mer s'est engagée dans une démarche artistique avec 2 créateurs au niveau des arts visuels et sonores. Madame Leblanc, ici présente, a participé à l'exercice la semaine dernière. On a été rencontrés par 2 artistes qui ont présenté un projet et 22 villes du Québec se sont engagées dans cette démarche artistique-là. Carleton, on est la seule en Gaspésie. Donc, il va y avoir une exposition photographie et avec la mode des codes QR, il y aura aussi son de notre communauté. Et cette exposition-là va se promener dans les 22 communautés, va aller en Europe et nous aurons donc une œuvre
par ville, dans laquelle on va se reconnaître. Il y a toute une série de prises de photos, mais surtout, il y a eu prise de parole. Madame Medvige était là avec Paul Lemieux, Pascal Alain du service des loisirs de la culture avait préparé un groupe de travail. Et ils sont partis travailler, donc on va voir le résultat de ça. Pascal va suivre le dossier, mais nous aurons une œuvre de plus qui fera l'histoire de Carleton-sur-Mer avec la thématique était si aujourd'hui ou demain on refaisait l'histoire. Donc, ces gens-là nous ont écoutés pendant 4 heures, puis on devrait avoir le résultat de ça avec nos voix, etc. Fait que, on vous tiendra au courant du moment du vernissage. Merci, M. Bonne Leblanc. été. Merci. Merci beaucoup. La parole serait à vous dans la salle si vous avez des questions ou en ligne encore. J'en ai plusieurs. Ok, toi, tu non, veux- non, mais je peux entrecouper peut-être les autres. Moi, OK, 8.2, le paysage qui va être refait en avant du camping là, pour remplacer les vieux arbustes. Là. Je me demande, dans l'optique de comme le programme Nourrir notre monde ou avec par exemple avec la forêt nourricière, là, est-ce que l'aspect paysage comestible était inclus dans la vision peut-être moyen long terme de refaire la clôture, parce qu'on peut inclure simplement les fougères et d'autres espèces qui présentent une barrière visuelle pour protéger les campeurs, mais aussi quelque chose qui peut être fun à manger en saison, etc. Et d'autres arbustes, les cassis, d'autres affaires qui peuvent... Des groseilles. C'est ça, qui peut nourrir autant les campeurs que les oiseaux, puis être une belle addition à ce paysage-là. Est-ce que ça, c'était un élément qui était inclus dans la réflexion? Madame Leblanc, peut-être un peu plus Ben, participer, je pense. Paul, on a parlé un peu là, dans le cas de ce projet-là, je ne crois pas. Il y a le défi aussi sur le camping. On a une belle Caragana, parce qu'il y a à peu près juste du Caragana qui pousse là. Oui. Là. Mais il y a peut-être d'autres, je ne suis pas familier, là, on va dire rosé sauvage, ça pousse, mais il y a un enjeu là, c'est un territoire qui est quand même assez hostile. Là, donc, Ben, pour appuyer ce que vous dites, M. le maire, c'est ça, on a formé un comité qui est composé de plusieurs personnes. Puis lorsqu'on a parlé de cet aspect-là, l'enjeu qu'on a, on va le rappeler, c'est la difficulté à pouvoir mettre différents végétaux qui vont être en mesure de bien pousser. C'est un climat très difficile. Et c'est là où on a eu l'idée des rosiers sauvages, parce que ça pousse plus facilement au niveau de la mer et tout. Tout ce qui peut être salé peut... Mais honnêtement, là, vous nous amenez un point de vue qu'en toute sincérité, on n'a pas pensé aussi clairement que ça, de dire est-ce que ça pourrait être possible de mettre une haie de groseilliers, mettons. On n'ira pas jusqu'à là, j'avoue. Mais vraiment, quand on a étudié la question avec la firme en question, elle aussi, elle nous disait que c'est très difficile d'inventer des choses là. En tout cas, je ne ferme pas la porte. Je trouve que votre proposition, elle est très intéressante. C'est un bel avenue, mais j'ai peu d'espoir que ça pourrait être possible. Parce que c'est très difficile. Très difficile. Même quand on a fait le tour, on a regardé plusieurs options. Puis, c'est pour ça d'ailleurs que dans le schéma que vous avez vu, là, il n'y a pas seulement des rosiers, on implante d'autres choses pour justement arrêter de mettre l'argent là puis qu'on puisse passer à une autre étape. C'est un peu ça aussi. Si on veut associer différentes choses, le bois, je ne sais pas si la photo, on l'a montré tantôt, mais si on voyait la roche, les rosiers. Puis en même temps, je sais que ce n'est pas comestible comme vous le dites, mais les rosiers, à la fin, ils font quand même un beau fruit. C'est quand même beau. Il y en a qui le consomment. Je ne le fais pas, mais je sais qu'il y en a qui le font. Il y a quand même une petite avenue qu'on peut prendre là. Mais j'aime bien votre idée. Mais je ne sais pas si elle est viable. OK, c'est intéressant. Puis, petite suggestion comique là, pour le nom du dossier 10.2, le programme ACDC. C'est les combusteurs noirs, hein, c'est ça? On peut le nommer peut-être Back in Black. Voilà, petite suggestion de nom de dossier. Bon, j'ai d'autres questions, mais je vais... C'est le meilleur acronyme de programme que j'ai vu. Oui, right on, hein? C'est ça.
Bon, j'ai d'autres questions, mais je vais peut-être laisser d'autres. Ben, OK, je vais faire du pouce sur ce qu'on a commenté. D'abord, moi, je vais toujours sur le banc de la route. Ce serait important qu'on remette la toponymie. Si on regarde les cartes anciennes, pas si anciennes, c'est le banc de la route. Puis ça revient à son toponyme, même si ça vous paraît difficile, mais une dénomination, ça se fait. Puis, je vais me baigner à tous les jours et d'année en année, les gens ne respectent pas le manteau végétal qui est très fragile sur le banc de la route. Lorsqu'on va ailleurs au Canada, à Belle-Île-en-Mer, ils font des petits sentiers pour inviter les gens à passer toujours dans les mêmes sentiers. Là, c'est chaque voiture qui a fait son propre sentier à la mer. Deuxièmement, ça, c'est une problématique. On a restauré la cabane à œufs d'or. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était pour 2000. Bon, mais les projets d'aménagement pour qu'on puisse s'en servir, il fallait que le quai se termine, qu'on aménage ce banc ici. Et j'espère que l'an prochain, on pourra utiliser pour faire de l'animation la cabane à œufs d'or. Oui, mais le premier élément là, touche les accès. Là, je vous dirais il y a du travail à faire, on en prend bonne note. Là. On a commencé à le faire de plus en plus. Là, oui. Dans les aménagements du quai au camping, c'est ça maintenant. Il y a plusieurs routes, justement. On essaie de délimiter et d'amener les gens à faire des horizons. Là. Oui. Aussi, c'est la même chose. Après, on a des accès plus délimités. Il y a de l'éducation, de la sensibilisation à faire, mais on continue dans ce sens-là. Chaque année, on ajoute des petites balises pour inciter les gens à justement adopter une route pour avoir moins d'impact. Je suis bien d'accord avec vous. Pour la cabane à œufs d'or, le secteur de la cabane à œufs d'or, je vous dirais que nous, ce qu'on avait fait, c'est un plan d'aménagement d'ensemble qui inclut ce secteur-là, l'entrée du quai, tout le banc des maisons, le banc de Carleton là, en tablerie, puis la marina. On a essayé d'avoir du financement global, tout faire ce projet-là d'un coup, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas, ça encadré dans aucun programme financier. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de morceler, prendre le plan global, puis de le faire par petits bouts. On complète, vous le voyez, là, depuis 2 ans, on fait des aménagements, le Carabudja autour de ça. On continue à avancer là-dedans. Éventuellement, on va être rendu à la cabane à œufs d'or, on va devoir le regarder. La prochaine étape, c'est un bâtiment sanitaire qu'on va implanter, qui devrait commencer la construction en l'automne ou plus tard au printemps prochain. Juste là où était la roulotte de Transport Canada avant le quai. Un espace sanitaire là, avec un espace de rangement pour accès sec, qui vont mettre les vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite. On continue d'avancer, mais on le fait à petits pas ou à moyen pas, j'oserais dire, dans ce secteur-là, mais le secteur de la cabane à œufs d'or, on est encore dans le temps. Mais je ne suis pas capable de te donner une date. Non, je sais. Oui, Mme Legary. Oui, bonjour. Bonjour. Peut-être que le conseiller qui est membre de l'équipe verte, Esteban, oui. Vous en a glissé un mot. Petit. Oui, petit. Il y a 2 mois, l'équipe verte, 2 ou 3 mois, l'équipe verte a voté à l'unanimité une proposition à faire à la ville concernant la réglementation à implanter au sujet de l'utilisation des plastiques à usage unique. Puis là, il y a des gros dossiers là, indiquant qu'est-ce qui se fait dans d'autres municipalités à ce sujet-là que je pourrais vous envoyer. Également, une réglementation à implanter concernant l'utilisation de pesticides qu'on appelle, d'un joli mot, pesticides à fin esthétique, à usage esthétique. Parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler là, tout ce qui se fait en agriculture. Mais tout ce qui concerne l'usage esthétique, c'est-à-dire sur les pelouses, les terrains privés, d'interdire l'utilisation, puis là, il y a une liste assez longue, et ça a été adopté aussi dans différentes municipalités. Et aussi l'utilisation de sacs de plastique, carrément, dans tout, dans les épiceries, les boutiques
et partout où on fait l'usage de plastique, de sacs de plastique. Dans la première proposition, lorsqu'on parle de utilisation de plastique à usage unique, on inclut à ce moment-là les autres produits, là, les produits dans les épiceries. Là, on enveloppe beaucoup de choses. Les ustensiles utilisés dans les restaurants et dans d'autres endroits commerciaux, d'utiliser des ustensiles en bois ou en bambou. Et la liste est longue aussi. Alors, il y a ces 3 propositions qui concernent l'utilisation de pesticides à usage esthétique, l'utilisation de plastique à usage unique, puis l'utilisation de plastique, qu'est-ce que j'ai dit? Le sac. Les sacs, oui. Et bien, on vous transmet la proposition qui a été, je répète, votée à l'unanimité par l'équipe verte. Et si vous voulez, je peux vous faire parvenir peut-être au directeur général des liens en référence à ce qui se fait ailleurs. Et évidemment, ben, Carleton ou la Gaspésie pourra faire des adaptations selon ces conditions, le contexte. Comme complément d'information, la ville de Marriott a adopté un règlement sur d'interdire l'utilisation des pesticides à fin esthétique. Ouais. Merci. Il semble que Gaspé a fait des villages là-dessus aussi. Sur les pesticides? Oui. Oui, il y a plusieurs municipalités qui réglementent. Le défi avec l'utilisation de pesticides, ce n'est pas la réglementation, c'est de l'appliquer. Oui, mais il y a des étapes, puis, excuse-moi, il y a des étapes à faire, à franchir. Puis justement, là, dans les dossiers que je vais vous envoyer, entre autres, Montréal explique qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ci, par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'objections, il faut s'y attendre. Ouais. Il y a des municipalités qui se battent avec des entrepreneurs qui doivent ils doivent prélever des échantillons des produits utilisés parce que là, ils disent qu'ils utilisent des produits qui sont biologiques, qui n'ont pas d'impact, mais là, des fois, ben, ça fait partie des défis. Mais ce que je vous dirais, c'est dans un premier temps, on va regarder le document que vous avez envoyé, on va regarder ça sérieusement. Le Conseil, à l'heure actuelle, est en train de débuter une réflexion pour revoir notre application stratégique. Fait qu'on est en train de se donner de nouveaux objectifs. Je vous dirais que je n'avancerai pas pour les membres du Conseil. Je pense que tous les enjeux au niveau environnemental risquent de ressortir beaucoup, des préoccupations. On entend déjà l'application de des normes du Conseil. Donc, oui, on va le regarder, on va tenir compte, on va prendre compte de ça. Pour les sacs de plastique à usage unique, ce qu'on a discuté rapidement avec le Conseil, ce qu'on voyait, c'est que le fédéral a déjà donné son intention de les bannir pour l'ensemble du Canada, en fait, à compter de 2023, c'est le même but. Donc, c'est sûr que si on sait qu'il y a une réglementation mur à mur pour l'ensemble du pays, ça va être facilitant, là. Mais pour les autres éléments, on va suivre, assurément, on va suivre l'évolution de cette réglementation-là avec le gouvernement du Canada. C'est comme les plateaux de la justice. L'urgence climatique est peut-être plus urgente que les frictions qu'on pourra avoir avec des entrepreneurs. Et c'est qu'il faut forcément déranger du monde pour essayer d'éviter la catastrophe. Non, mais il faut avoir constamment ça en tête. C'est quoi l'urgence la plus urgente ou c'est quoi le but le plus important par rapport aux frustrations? Non, ce que je veux dire par rapport aux entrepreneurs, c'est plus que si on adopte une réglementation de la sorte, on veut s'assurer qu'elle soit respectée, il faut prévoir des mécanismes après pour s'assurer qu'elle soit respectée. Parce que juste de l'adopter et de dire on a une réglementation contre les pesticides et des municipalités qui le font, puis au final, ça n'a aucun impact. Mais on peut la faire respecter ici, là, puis de plus en plus. C'est comme d'autres règlements, il y en a qui ne respectent pas, mais la majorité, éventuellement. Excusez-moi, moi, je n'ai pas d'enfants. Je fais pour vos enfants et petits-enfants. Merci, c'est bien noté. Merci. Deux suggestions sur le sujet. Il y a que s'il y a plus en plus de municipalités qui font le même règlement, ben, ça va aussi mettre la pression sur les commerces qui vendent ces produits-là d'interdire la vente. Ouais. Et donc, ça va faciliter l'application. Puis l'autre chose que j'ai remarqué est qu'il y a plus en plus d'inspecteurs disponibles.
Ils se concentrent sur les contrats de rénovation, etc. présentement, mais peut-être un volet environnemental peut être envisageable pour peut-être les former puis avoir plus de focus là-dessous. Si c'est une priorité pour les municipalités, ben, il faut que ça suive avec la main-d'œuvre qu'on embauche. Là. Puis je pense qu'on a une chance là avec ce nouveau monde-là, puis avec Sam qui est vraiment sensible au sujet, de travailler en équipe sur le sujet. Oui. C'est clair qu'on a doublé nos effectifs. Là. On est passé de 1 à 2. Ça donne un coup, ça permet d'avancer sur des projets, des idées qu'on a depuis longtemps, mais que notre responsable de l'organisme se met dans le vie. C'est ça, étape par étape. Il faut faire des choix quand on manque de temps, mais là, présentement, on voit que ça nous permet d'avancer un peu plus sur les dossiers à caractère. Tu sais, notre responsable d'urbanisme a une grande préoccupation, puis a les compétences aussi au niveau de l'environnement. C'est intéressant de mettre à profit. Qui est aussi membre de l'équipe verte. Oui. Puis ça peut très effectif, efficace. Et puis sa participation, puis lui et Stéphane sont vraiment appréciés à l'équipe. Je peux passer le mot, les deux sont là ce soir. J'ai vu Esteban aujourd'hui avec la main gonflée, là. Ouais. C'est beau? Ouais. Petite question, la séance spéciale le 16 juin, c'était quoi? Ça concernait quoi? Des séances extraordinaires? C'est l'Arena, oui. C'est ça, c'est le règlement d'emprunt pour l'Arena, effectivement, merci. Okay. On l'avait annoncé déjà d'avance, on sait dans le jeu qu'on voulait faire le plus rapidement possible. Les prix qui montent, tout ça. Les prix qui montent exactement, puis on va aller de l'avant. On avait déjà annoncé nos pleurs qu'on voulait faire le processus le plus accéléré possible. OK. Ça ajoute vers une autre question que j'avais. Le toit de cette aréna est franc sud, un bel angle pour les panneaux solaires. Est-ce que j'entends pas qu'ils vont être installés là, mais le prix descend tellement rapidement pour les panneaux solaires, puis le prix de l'électricité augmente assez rapidement qu'à un moment donné, ça va être économique d'installer sur les grandes surfaces comme ça. Est-ce qu'il y a une vision d'avoir ça comme solar ready, de mettre les tuyaux en place pour que les fils et tout ça qui vont éventuellement être utilisés pour l'installation des panneaux solaires soient comme accessibles au lieu de comme c'est plus facile, moins cher de prévenir que de détruire et si vous comprenez un peu ma lexique, de mettre ça en place pour que dans 5-10 ans, quand c'est le moment de faire ce choix économique et écologique, que ça soit prêt et facile pour le bâtiment, par exemple. Est-ce que ça, c'est un élément qui est... Je dirais que non, ça n'a pas fait partie des réflexions, là. Ça n'a pas été analysé. Mais je sais que dans les enjeux, dans le projet de réflexion de l'ARENA, c'est la capacité portante de la structure. Le gros du projet de l'ARENA, c'est isoler le bâtiment. Ouais. Pour isoler le bâtiment, là, on pensait d'isoler par l'intérieur, d'ajouter de l'isolant, parce que ce que les ingénieurs ont dit après les calculs, c'est qu'il faut retirer la tôle du toit qui est encore en bon état, qui n'est pas en fin de vie. Il faut l'enlever pour la remplacer par un nouveau matériel qui comprend l'isolant et le revêtement extérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'on est serré sur la capacité portante de notre structure. Ça joue du poids. Ouais, c'était complexe pour arriver avec notre projet. Là, je ne m'avancerai pas, mais j'ai l'impression que ça serait très difficile de planifier, d'avoir une charge supplémentaire comme ça. Okay. Je vois. Oui, je vais y aller avec, pour jazzer la rencontre, je vais y aller avec une question en ligne qu'on a de M. Rémi Siam, puis je vous passe la parole après. Est-ce toujours les mêmes professionnels qui vous avaient conseillé lors du dépôt initial du projet de rénovation du centre de Paul Leclerc déposé en 2017 qui doivent être payés par une notion de ce soir? Effectivement, c'est Pierre Bourdage, architecte, et Arpo, Jimmy Conseil, qui travaille avec nous sur ces projets-là. C'est à eux qu'on a demandé de revoir les plans pour diminuer les coûts. Donc, oui, c'est toujours avec les mêmes professionnels qu'on travaille depuis. Prochaine, Mme Desgaines? Oui, toujours dans le domaine de l'environnement. Est-ce qu'on peut ajouter, puisque dans votre planification quinquennale, vous voulez ajouter le volet environnement dans beaucoup de choses, est-ce qu'on peut prévoir lors de la construction de ce qui semble être un projet d'application communautaire,
prévoir faire du chauffage géothermique, de recourir au géothermique, tant pour rafraîchir un bâtiment l'été, les bâtiments l'été, que réchauffer l'hiver et diminuer la facture monétaire, mais surtout réduire comment dire, les défauts environnementaux de chauffage régulier. L'idée de ce projet-là d'habitation communautaire, ce qu'on veut, c'est de construire avec les gens qui vont l'habiter. Moi, ce que je peux faire, c'est la proposition est intéressante. Ce qu'on veut, c'est vraiment de travailler avec des personnes qui en soient habitées. Si celles jugent que c'est une idée pertinente, plus de connecter plusieurs bâtiments avec un système, ça peut devenir intéressant. On garde en note. Mais c'est ça. C'est l'inclure dans votre liste de plans quinquennal, que ça doit être considéré lorsque le projet a une certaine ampleur. Oui. Ultimement, à l'heure actuelle, le projet, là, il est à construire, puis tout est sur la table, ce qu'on souhaite, il va prendre la couleur, puis les gens qui vont y travailler vont bien le voir. Je pense que c'est une idée intéressante qui pourrait être. On va la soumettre au groupe et on va voir comment ça va avancer. C'est ça, suggéré. Oui, absolument. Super. Merci. Sur le point 7.4, Grundle Residence, c'est pas la première fois que ça arrive qu'une proposition de construction est trop petite pour les règlements. Mais je trouve que la société, ben oui, il y a méga palais là, qui se construit, mais plus en plus les gens avec les prix de construction, les matériaux, puis les styles de vie. Il y a plus de gens, je pense à Pat Dubois, qui est comme minimaliste, là, qui était obligé de construire un deuxième étage là, afin de comme, rentrer dans la boîte des règlements. Je sais que c'est probablement moins rentable pour la ville d'avoir les mini-maisons, mais est-ce qu'on peut envisager d'aller dans le sens que laisser les gens vivre simplement avec une résidence modeste, même si ce n'est pas dans les normes, là, mais avoir plus de l'axe dans les règlements d'urbanisme afin de envisager d'autres formes de résidence qui, selon moi, vont dans le bon sens là, pour notre société. Puis je vois que les propriétaires, comme qui étaient proposés ce soir, essayent de maximiser la capacité de répondre à ces besoins-là dans leurs moyens et tout ça. Mais est-ce que ça peut être remis sur la table, par exemple? Oui, la réponse est oui. Le conseil, vous pouvez chérir si vous souhaitez, mais le conseil est sensible à ça. C'est sûr que ça fait partie un peu des discussions. On a déjà discuté, on avance dans la réflexion là-dedans. C'est des mini-maisons pour avoir une superficie plus petite. Ça a été discuté notamment par le CCU dans le cas de la demande que j'ai tout à l'heure. Ce que le CCU disait, c'est que c'est intéressant comme réflexion, mais souvent, ce qu'on voit dans les municipalités, c'est quand il y a des recommandations sur les mini-maisons ou pour diminuer la superficie minimale, ça se fait dans des secteurs donnés. Ce que je disais, c'est intéressant, c'est le fun d'avoir une certaine uniformité, de développer des secteurs, des quartiers avec cet esprit-là en tête. On va y réfléchir assurément. Mais la maison minimale, c'est 24. La superficie minimale sur le territoire sans étage. Ce qui n'est pas une mini-maison officiellement, mais c'est quand même une grandeur qui est respectable. Mais ceci dit, la réponse est oui, on peut l'analyser, puis on va l'analyser, mais peut-être plus dans un angle de développer dans une zone, dans un secteur, un quartier pour permettre cette maison. Pour éviter que certains propriétaires craignent que leur évaluation diminue. Le défi de la réglementation d'urbanisme, c'est toujours d'avoir une certaine harmonie. On travaille sur de développer un secteur, conflit d'usage, l'industrie versus la résidence, le tourisme versus les locaux, camping. Peu importe le type, l'hébergement touristique, on vient toujours à. Il faut s'assurer quand on fait un changement, qu'il y a une certaine harmonie, multilogement versus maison unifamiliale. C'est
c'est toujours des enjeux de cohabitation. Ça fait partie de la réflexion qu'on a tout le temps. Vous êtes recevable. Moi, je suis plus radical que ça. C'est pour ça que des fois, je me retiens de parler. Mais c'est toujours le volet en urgence environnementale, puis argent des citoyens. J'aime l'idée d'un quartier, par exemple, pour tester le modèle, le plus petit terrain, plus petite maison, peut-être un espace partagé, cuisine, buanderie et autres, là, afin de rendre le tout plus accessible en prix et plus intéressant peut-être pour attirer d'autres types de résidences de tout âge. Là, donc, puis je l'ai vu ailleurs, puis ça marche très bien. Là, donc, c'est juste de comme donner la chance aux coureurs pour la faire. Dernier point. Mon Dieu, il y a beaucoup de questions ce soir. Tu reviendras? Hein? Tu reviendras? Ben oui, ça là, ben, ça va essayer 1 an ou plus, 2 ans peut-être, comme du rattrapage à faire. La section de l'asphalte qui doit être remplacée à 10.4, comme sur la promenade, là, ça fait 2 années que ça s'est détruit dans la même section. Est-ce qu'on peut envisager d'autres options que juste refaire l'asphalte encore le même? Einstein a dit la définition de stupidité, c'est de refaire le même. On est très conscient de ça. Je dirais qu'on avait la réflexion tantôt. Là. On a regardé les options parce que ça bouge. L'asphalte est quand même malléable. Il y avait des options de faire une surface en béton pour cette section-là, mais là, c'est des coûts qui sont importants. On est en analyse, on regardait la poussière de pierre, il y a beaucoup de gens dans ce tronçon-là spécifiquement qui font du patin roulette. Ouais. Là, d'avoir un peu de gravier, ça limite. Ben, on est conscient de ça, puis ça ne fait pas plaisir à personne de mettre d'argent. L'objectif, c'est pas d'en faire des temps. Mais présentement, c'est la seule solution qu'on voit à court terme. On va faire l'arrochement, on va réaménager. On sait qu'on a des grosses interventions dans ce secteur-là. On pense que ça va venir amenuiser. Puis on essaie de trouver une solution plus pérenne. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est plus difficile. Et puis, c'est pas mal de tronçons dans la ville où l'asphalte est plus belle que les gens qui font en famille, vélo. Le prix est important. Puis je pense que personne autour de la table peut de faire ça chaque année. Mais là, présentement, à l'heure actuelle, la décision qu'on se prendre, c'est celle-là. Mais ça ne résume pas. Pour la suite des choses, on va essayer de trouver d'autres solutions. OK. Ouais. Mais le béton, c'est trop cher, c'est ça? Le béton, là, effectivement, c'est des gros aménagements. Ça pourrait être une option. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, là, mais à l'heure actuelle, on n'en était pas là pour cet été. Là. Il y a aussi un enjeu de conception. Okay. La solution la plus simple, la plus rapide, c'est celle-là, là, mais. Okay. Du béton fait avec du recyclage de plastique. Mais c'est ça. Mais il y avait par exemple les étudiants du CELAD qui ont proposé un projet où ils mélangent le bois usagé avec le béton pour réduire l'empreinte écologique, etc. Donc, il y a des options plus écologiques qui peuvent être un modèle pour ça. En tout cas, c'est juste comme pour poser des questions au moment donné. C'est quoi la meilleure solution? Là? C'est bon. Poser la même question. Ouais. Quelle est la meilleure solution? Bon. Great va assurer que ça fait great minds think alike. Hein? C'est bon. On essaie de trouver, on a la même place que vous. OK. Excellent. C'est tout? Oui, c'est tout. Dis-moi donc, le petit mini-golf, y a-t-il quand est-ce que ça peut être réalisé, complété? Une bonne question. On va dire minimalement 1 mois. Oh! Quand même, c'est rapide. Hein? La perspective de jouer au mini-golf cet été, c'est possible. Ouais, c'est bon. J'ai dit minimalement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a prévu aussi au centre du terrain, il va y avoir un espace, un petit gazebo, un point d'ombre, qui sera pas. Il n'est pas dans le contrat avec LM, là, ils vont faire le point d'ombre sera peut-être plus à l'automne ou l'année prochaine. Là, et qu'il va avoir la base, puis on va mobilier au bain trop dans les banques et compagnie autour. Ça va peut-être plus aller. Mais à la fin d'été, on devrait être en mesure de jouer au mini-golf. L'année prochaine, ça va être Il y a des commandes de matériaux, vous savez, ouais. Il y a certains types de matériaux qu'on espère s'y arrive dans les délais. Ben oui, c'est sûr. OK. Congé de construction. Préparez-vous
Ça vaut maison. On a fait je vais battre tout le monde, ça va changer. Je propose d'aller à la séance. Proposé par Mme Denise Adler. Je voulais juste dire que j'avais des doutes sur votre performance. Compétition, là! Ah. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci. Merci. Donc,